La France a trahi ses propres alliés, non pas une fois, mais 2 fois, en quittant des projets militaires conjoints avec ses partenaires européens, tout cela pour se lancer seul dans la création de son propre chasseur, un avion qui devait, selon ses concepteurs, surpasser tout ce que le monde avait connu jusque-là, y compris le célèbre F-16 américain. Et cette histoire commence bien avant que le Mirage 2000 ne prenne son envol pour la première fois. Nous sommes dans les années 60, en pleine guerre froide, et les grandes puissances européennes comprennent qu'elles ne peuvent plus se permettre de développer chacune de leur côté des avions de combat modernes, car les coûts sont devenus astronomiques, et les exigences techniques dépassent souvent les capacités d'un seul pays. C'est dans ce contexte que la France et la Grande-Bretagne décident de travailler ensemble sur un projet ambitieux. Un avion de combat doté d'une aile à géométrie variable, c'est-à-dire une aile capable de changer son angle de flèche en plein vol pour s'adapter aux différentes phases de la mission, que ce soit le décollage, le vol à grande vitesse ou le combat aérien. Ce projet reçoit le nom de code AFVG, pour Anglo-French Variable Geometry, et du côté britannique, c'est la société British Aircraft Corporation qui prend en charge la conception, tandis que du côté français, c'est la société Dassault Aviation qui se retrouve aux commandes de ce programme conjoint. Les ambitions des 2 pays pour cet avion sont immenses, et c'est justement là que les problèmes commencent à s'accumuler. Les exigences formulées par les 2 parties sont si nombreuses et si contradictoires qu'elles rendent le projet pratiquement irréalisable dans les délais prévus. Les militaires veulent un avion capable d'atteindre une vitesse de 2,5 fois la vitesse du son, ce qui est déjà un défi technique considérable. Mais en plus de cela, ils exigent que ce même appareil puisse opérer depuis le pont d'une porte-avions, ce qui impose des contraintes structurelles énormes en termes de résistance et de dimension. Il faut également que le nouvel avion soit équipé d'un tout nouveau moteur turboréacteur à double flux développé conjointement par les motoristes Snecma et Bristol Siddeley, le M45G, un moteur qui n'existe encore que sur le papier à cette époque. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les militaires ajoutent encore d'autres exigences à la liste déjà interminable, notamment la capacité d'emporter une charge nucléaire, un radar capable de détecter des cibles à plus de 100 km de distance, l'installation de 2 canons de 30 mm et la polyvalence nécessaire pour effectuer aussi bien des missions de reconnaissance que des combats aériens et des frappes au sol. Face à cette accumulation de demandes venues des 2 côtés de la Manche, le projet s'enlise progressivement dans des discussions sans fin et des compromis impossibles. Les ingénieurs de Dassault Aviation et de British Aircraft Corporation passent des mois à tenter de concilier des visions radicalement différentes de ce que devrait être cet avion, et chaque réunion se termine avec de nouvelles spécifications qui compliquent encore davantage la conception. Le calendrier initial prend du retard, les coûts estimés ne cessent de grimper, et la frustration monte des 2 côtés. Finalement, en 1967, la France prend une décision qui va choquer ses partenaires britanniques et marquer durablement les relations franco-britanniques dans le domaine de la défense. Elle se retire purement et simplement du projet AFVG, laissant les Britanniques seuls avec un programme inachevé et des investissements considérables déjà engagés. Mais les Britanniques ne se laissent pas abattre par ce départ soudain. Au contraire, ils décident de poursuivre le développement d'un avion de combat moderne en invitant l'Allemagne et l'Italie à rejoindre le programme. Et c'est cette nouvelle alliance européenne, née en partie de l'abandon français, qui donnera finalement naissance à un avion légendaire, le Panavia Tornado, un chasseur bombardier à géométrie variable qui servira pendant des décennies dans plusieurs armées européennes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, les Français ne restent pas les bras croisés, car Dassault Aviation se lance immédiatement dans la conception de son propre avion de combat, toujours avec une aile à géométrie variable, un concept baptisé Mirage G. 3 prototypes de cet appareil sont construits et testés, et à l'époque, les ingénieurs français sont convaincus qu'ils tiennent entre les mains l'avion du futur, un appareil à la pointe de la technologie qui pourra rivaliser avec tout ce que les autres nations produisent. Mais la réalité va rapidement rattraper l'enthousiasme initial, car le Mirage G s'avère être un projet beaucoup trop coûteux pour les finances françaises, et ses performances, bien qu'impressionnantes sur certains aspects, ne répondent pas à toutes les exigences formulées par l'armée de l'air française, notamment en ce qui concerne les dimensions de l'appareil qui le rendent inadapté à certains types de missions envisagées. En 1975, après des années de développement et des millions de francs investis,
le programme Mirage G est officiellement annulé, ce qui représente un coup dur pour Dassault Aviation et pour l'industrie aéronautique française dans son ensemble. Cependant, les ingénieurs de Dassault n'ont pas attendu cette annulation pour commencer à travailler sur d'autres concepts. Dès 1972, soit 3 ans avant l'abandon du Mirage G, l'équipe de conception planche déjà sur de nouveaux projets de chasseurs qui pourraient constituer l'alternative tant recherchée. Le futur Mirage 2000 passe par plusieurs noms au fil de son développement, d'abord appelé Super Mirage 3, en référence au célèbre chasseur qui a fait la renommée de Dassault, puis renommé Delta 1000, ensuite Delta 2000, puis Super Mirage 2000, avant de recevoir finalement son nom définitif, tout simplement Mirage 2000. Et c'est précisément en 1975, au moment exact où le Mirage G est abandonné, que Dassault Aviation présente officiellement le projet Mirage 2000 au ministère de la Défense français, comme une solution plus abordable, plus réaliste et techniquement plus aboutie que son prédécesseur malheureux. Mais le contexte international a profondément changé depuis le début de cette aventure. De l'autre côté de l'Atlantique, un nouvel avion américain vient de faire son apparition et commence à attirer l'attention de toutes les forces aériennes du monde. Le General Dynamics F-16 Fighting Falcon, un chasseur léger, maniable et relativement peu coûteux qui séduit un nombre croissant de pays. Plusieurs nations qui étaient jusque-là des clients traditionnels de l'industrie aéronautique française se détournent des produits Dassault pour se tourner vers le F-16 américain, et même le Mirage F-1. Le chasseur français alors en service perd des contrats à l'exportation face à la concurrence américaine. Malgré cette situation difficile, chez Dassault Aviation, la confiance reste inébranlable, car les ingénieurs et les dirigeants de l'entreprise sont intimement persuadés que leur nouveau Mirage 2000 sera, même sur le papier, un avion supérieur au F-16. Une certitude qui, avec le recul et en regardant où se trouvent ces deux avions aujourd'hui dans le monde, s'avérera bien éloignée de la réalité. En 1978, le tout premier prototype du Mirage 2000 quitte enfin le sol français pour son vol inaugural, et les pilotes d'essai qui prennent les commandes de cet appareil découvrent un avion radicalement différent de tout ce que Dassault Aviation a produit jusque-là. Un chasseur construit selon une configuration aérodynamique qui va immédiatement déclencher une vague de critiques dans le monde entier. Les ingénieurs de Dassault ont fait un choix audacieux et controversé en adoptant la configuration dite sans empennage arrière, avec une aile delta en triangle positionnée en bas du fuselage, et c'est précisément ce choix qui provoque la stupéfaction des experts militaires et des spécialistes de l'aéronautique. Car à cette époque, l'aile en triangle est considérée par beaucoup comme une technologie dépassée, un retour en arrière incompréhensible à une époque où les autres constructeurs explorent des configurations bien plus avancées. Les partisans de cette critique avancent des arguments solides. Car si l'aile delta offre effectivement certains avantages indéniables, comme une vitesse de pointe élevée, une structure simple et robuste, ainsi qu'une signature radar relativement faible, elle présente aussi des inconvénients majeurs qui inquiètent les militaires français. La maniabilité de l'appareil à basse altitude est sérieusement compromise par cette configuration, ce qui constitue un handicap considérable lors des missions de pénétration en territoire ennemi, où le vol rasant est essentiel pour échapper au système de défense antiaérienne. De plus, cette forme d'aile impose une distance de roulement particulièrement longue, aussi bien au décollage qu'à l'atterrissage, 503 mètres pour décoller et 610 mètres pour se poser. Des chiffres qui limitent considérablement le nombre de bases aériennes depuis lesquelles le Mirage 2000 peut opérer en situation de conflit. Conscients de ces faiblesses, les ingénieurs de Dassault se lancent dans un programme intensif de modernisation de la ville Delta pour tenter d'améliorer la maniabilité de l'appareil sans sacrifier ses qualités de vitesse. Et c'est cette phase de perfectionnement qui explique en grande partie le retard pris par le programme. Le premier exemplaire de série sort des chaînes de production en 1982, et il faut attendre encore 1 an et demi, jusqu'en 1984, pour que le Mirage 2000 soit officiellement accepté dans les rangs de l'armée de l'air française. Un délai supplémentaire qui, pour un programme de cette envergure, reste finalement assez modeste. L'appareil qui entre en service est un chasseur monoplace, propulsé par un unique turboréacteur à double flux, Snecma M53P2, développant une poussée de 6600 kg-force en régime sec et 9700 kg-force avec la post-combustion activée. Cette puissance permet au Mirage 2000 d'atteindre une vitesse maximale de 2338 km/h et de grimper à un plafond opérationnel d'environ 18 km d'altitude
avec une vitesse d'ascension impressionnante de 285 mètres par seconde. La masse à vide de l'appareil est de 7,5 tonnes, tandis que sa masse maximale au décollage atteint 17,5 tonnes, et son rayon d'action en mission de combat s'étend jusqu'à 1556 km, avec une distance de convoyage maximale de 3330 km, grâce à la possibilité d'installer jusqu'à 3 réservoirs de carburant supplémentaires sur les points d'accrochage extérieurs. Pour le système de détection, les 37 premiers exemplaires reçoivent le radar multimode à impulsion Doppler Thomson CSFR-DM, mais à partir du 38e appareil, Dassault installe un radar plus performant, le Thomson Electronic RDI, une station radar à impulsion Doppler équipée d'un émetteur à réseau plan capable de détecter des cibles aériennes et terrestres à une distance allant jusqu'à 100 km, offrant des modes de recherche, de poursuite et de guidage de missiles. En matière d'armement, 2 canons DEFA 554 de 30 mm sont logés dans la partie inférieure du fuselage, sous les entrées d'air du moteur, chacun disposant d'un stock de 125 munitions avec une cadence de tir de 1800 coups par minute, et 9 points d'accrochage répartis sous le fuselage et sous les ailes permettent d'emporter une charge offensive totale de 6,3 tonnes, comprenant des missiles RR Matra Super 530 dans leur version F et D, capables de frapper des cibles à 25 et 40 km respectivement, des missiles à courte portée R550, Magic 1 et 2, avec une portée maximale de 20 km, ainsi que diverses bombes conventionnelles et à guidage laser, pouvant être emportées jusqu'à 18 unités simultanément. En 1991, le monde entier a les yeux rivés sur le golfe Persique, où une coalition internationale menée par les États-Unis se prépare à libérer le Koweït, envahi par les forces irakiennes. Et pour la première fois de son histoire, le Mirage 2000 est envoyé sur un véritable théâtre d'opérations militaires, un baptême du feu tant attendu par les stratèges français qui veulent prouver au monde entier que leur chasseur national est capable de tenir tête aux meilleurs appareils de l'époque. Pourtant, ce qui se passe réellement sur le terrain est bien loin des attentes. Car selon les rapports officiels, le Mirage 2000 n'a pas été activement engagé dans des missions de combat durant ce conflit, une situation frustrante pour les équipages français qui se retrouvent en zone de guerre avec un appareil qui reste au sol ou se contentent de missions secondaires pendant que les chasseurs américains et britanniques mènent l'essentiel des opérations aériennes. Quelques années plus tard, le Mirage 2000 est de nouveau déployé dans un conflit, cette fois dans les Balkans, lors des opérations en Yougoslavie, et c'est là que l'appareil va connaître sa première véritable épreuve du feu, une épreuve qui va se transformer en cauchemar pour l'armée de l'air française. Aux alentours de 1996, au moins un Mirage 2000 est abattu par des tirs venant du sol, et certaines sources évoquent même la perte de plusieurs appareils dans des circonstances similaires, des pertes qui révèlent une vulnérabilité préoccupante du chasseur français face au système de défense antiaérienne terrestre, et qui vont servir de déclencheur pour accélérer les programmes de modernisation déjà envisagés depuis 1986. Car bien avant ces événements dramatiques dans les Balkans, Dassault Aviation avait déjà commencé à travailler sur des versions améliorées de son chasseur, notamment pour répondre aux demandes croissantes de clients étrangers qui souhaitaient acquérir le Mirage 2000, mais exigeaient des adaptations spécifiques à leurs besoins opérationnels. La version destinée à l'exportation reçoit le nom générique de Mirage 2000E, mais derrière cette appellation commune se cachent en réalité des dizaines de variantes différentes, chacune portant un suffixe unique correspondant au pays acheteur et reflétant les modifications particulières apportées à chaque lot d'appareils livrés. L'Inde, qui devient l'un des plus importants clients du programme Mirage, commande des appareils qui reçoivent les désignations Mirage 2000H pour la version monoplace et Mirage 2000TH pour la version biplace, le suffixe faisant référence au mot Hindi. Et certains lots reçoivent même des identifications encore plus spécifiques, comme Mirage 2000H5 et Mirage 2000TH5, ces derniers étant équipés d'une motorisation différente, le Snecma M535, accompagné d'une avionique revue et d'une radar améliorée en version RDM7, offrant des capacités de détection sensiblement supérieures à celles du modèle de base. Le Pérou obtient ses propres variantes baptisées Mirage 2000P et Mirage 2000DP, tandis que les Émirats arabes unis reçoivent des appareils portant les lettres EAD dans leur désignation, chaque commande impliquant des ajustements sur la motorisation,
les systèmes électroniques de bord ou l'intégration d'armes spécifiques demandées par le client. Au total, 8 nations à travers le monde font le choix d'acquérir le Mirage 2000 pour équiper leurs forces aériennes. Et cette liste comprend, outre la France elle-même, le Brésil, l'Égypte, la Grèce, l'Inde, le Pérou, le Qatar, les Émirats arabes unis et Taïwan. Un succès commercial qui démontre que malgré les critiques concernant sa configuration aérodynamique et les performances mitigées observées lors de ses premiers engagements réels, le chasseur français conserve un attrait indéniable sur le marché international de l'armement aérien, en grande partie grâce à la flexibilité offerte par Dassault Aviation dans la personnalisation de chaque commande, et grâce à l'indépendance vis-à-vis des États-Unis que l'achat d'un appareil européen garantit aux pays acheteurs. Cette capacité d'adaptation aux demandes spécifiques de chaque client va devenir la marque de fabrique du programme Mirage 2000 et va pousser les ingénieurs de Dassault à développer des variantes de plus en plus sophistiquées, dont certaines vont dépasser de très loin les capacités initialement prévues pour cet appareil lors de sa conception originale dans les années 70. Bien avant que le Mirage 2000 ne soit officiellement accepté par l'armée de l'air française, les stratèges militaires avaient déjà en tête un projet bien plus redoutable pour cet appareil. Un projet qui allait transformer ce chasseur en une arme de dissuasion nucléaire capable de frapper n'importe quel point du continent européen en quelques minutes seulement. Dès 1979, alors que le premier prototype n'a même pas encore effectué son deuxième vol d'essai, Dassault Aviation reçoit l'ordre de développer une version spéciale du Mirage 2000 entièrement dédiée à l'import et au lancement d'une missile équipée d'une tête nucléaire, le missile ASMP. Et cette version reçoit la lettre N dans sa désignation, pour nucléaire. Un nom qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté sur la mission terrifiante confiée à cet appareil. La particularité fondamentale de cette version réside dans sa configuration biplace, car contrairement au modèle de base où un seul pilote gère l'ensemble des systèmes, la version N nécessite un deuxième membre d'équipage assis à l'arrière, dont la mission exclusive consiste à gérer le système de navigation vers la cible, à préparer le lancement du missile nucléaire et à superviser toute la séquence de tir. Une responsabilité écrasante qui exige une concentration absolue et un entraînement spécifique de plusieurs années. Le prototype de cette version prend son envol pour la première fois en 1983. Et après 5 années d'essais intensifs et de perfectionnement des systèmes d'armes nucléaires, le Mirage 2000N entre officiellement en service en 1988, ajoutant une dimension stratégique nouvelle à l'arsenal de la force de dissuasion française. Pour que cet appareil puisse remplir sa mission de pénétration en territoire ennemi à très basse altitude, afin d'échapper aux radars et aux systèmes de défense antiaérienne avant de lancer son missile nucléaire, les ingénieurs ont profondément remanié la structure des ailes pour offrir aux chasseurs une maniabilité et une stabilité accrues lors du vol rasant à grande vitesse, des qualités essentielles pour survivre dans l'environnement extrêmement hostile que représente l'espace aérien défendu par les batteries de missiles sol-air adverses. Le missile ASMP est accroché sous le fuselage central, occupant le point d'accrochage principal, et pour compenser le poids de cette arme ainsi que la traînée aérodynamique qu'elle génère, un réservoir de carburant supplémentaire d'une capacité de 2000 litres est installé sur les pylônes situés sous les ailes, garantissant ainsi un rayon d'action suffisant pour atteindre les objectifs stratégiques assignés. 2 sous-variantes distinctes de cette version sont produites avec des capacités très différentes. La première, désignée 2000NK1, est une machine strictement spécialisée qui ne peut emporter qu'une seule arme, le missile ASMP, accompagné uniquement d'une missile Magic pour l'autoprotection en cas d'interception par des chasseurs ennemis. La seconde sous-variante, désignée 2000NK2, bénéficie d'une polyvalence nettement supérieure puisqu'elle peut non seulement transporter le missile nucléaire, mais également emporter d'autres types de roquettes et de bombes conventionnelles sur ses points d'accrochage restants, tout en étant équipée d'un système d'alerte avancé capable de prévenir l'équipage d'une menace de missiles ennemis en approche. En 2009, 30 de ces appareils sont modernisés pour recevoir le missile de nouvelle génération ASMPA, une version améliorée offrant une portée de frappe étendue et une précision considérablement accrue, et ces chasseurs modernisés sont alors rebaptisés Mirage 2000 K3. Mais en 2018, une décision inattendue tombe comme à coup près.
l'armée française annonce le retrait définitif du service actif de tous les Mirage 2000N. La raison invoquée étant aussi simple que surprenante, la France souhaite réduire ses dépenses militaires et surtout, dans le contexte géopolitique de l'époque, la question se pose ouvertement de savoir contre qui utiliser une telle arme nucléaire tactique. Parallèlement à cette aventure nucléaire, Dassault développe une autre variante qui va reprendre le meilleur de la version N tout en lui donnant une vocation conventionnelle complète. Le Mirage 2000D, la lettre signifiant « diversifié ». Cet appareil biplace entre en service en 1995 et se distingue de son prédécesseur nucléaire par sa capacité à exploiter la totalité des 9 points d'accrochage pour emporter une gamme complète de munitions conventionnelles de jour, comme de nuit et par tous les temps. L'avionique est entièrement revue. Le pilote dispose d'un écran supplémentaire dans son cockpit, tandis que l'officier de système d'armes installé à l'arrière bénéficie de 3 écrans multifonctions pour gérer simultanément la navigation, la désignation des cibles et le lancement des armes. Au total, 86 exemplaires de cette version sortent des usines Dassault. Alors que certaines versions du Mirage 2000 commençaient déjà à montrer leurs limites face aux chasseurs de nouvelle génération qui apparaissaient partout dans le monde, les ingénieurs de Dassault Aviation refusaient de laisser mourir leur appareil sans lui offrir une dernière chance de briller. Et c'est ainsi que naît la modification la plus avancée de toute la lignée, le Mirage 2005. Un appareil tellement transformé par rapport au modèle original qu'il s'agit pratiquement d'un chasseur entièrement nouveau caché sous une silhouette familière. Le cœur de cette renaissance se trouve sous le capot, où l'ancien moteur cède sa place au Snecma M53 P20, une version profondément remaniée offrant une poussée nettement supérieure qui redonne aux chasseurs français une agressivité retrouvée dans les combats aériens et une capacité d'accélération qui lui faisait cruellement défaut face à ses concurrents directs. Mais le changement le plus spectaculaire concerne le cockpit, car le pilote du Mirage 2005 se retrouve aux commandes d'un poste de pilotage futuriste équipé de 5 écrans multifonctions qui n'ont plus rien à voir avec l'instrumentation analogique des premières versions. Et parmi ces écrans figure un viseur tête haute combiné, installé au niveau du regard du pilote qui projette en temps réel les données de vol, les informations de navigation et les paramètres de désignation des cibles directement dans le champ de vision du pilote, sans que celui-ci ait besoin de baisser les yeux vers le tableau de bord. Le système de gestion du tir est désormais capable de sélectionner automatiquement les cibles par ordre de priorité, une capacité qui change radicalement la donne en situation de combat aérien où chaque seconde de retard dans la prise de décision peut s'avérer fatale. Et cette version peut désormais emporter les bombes à guidage laser MBD ABGL-1000, ainsi que le redoutable missile de croisière Scalp, une arme de frappe en profondeur capable d'atteindre des cibles stratégiques à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Mais Dassault ne s'arrête pas là et pousse encore plus loin les capacités de son chasseur avec la version Mirage 2005 Mark II, une évolution spécifiquement conçue pour les missions de frappe de précision nocturne, un domaine dans lequel les versions précédentes étaient pratiquement aveugles. Au cœur de cette variante se trouve un processeur modulaire de traitement des données extrêmement puissant, initialement développé pour le programme Rafale, ainsi qu'un tout nouveau radar RDY2 aux capacités étendues pour le travail au-dessus de la terre ferme et de la surface maritime. Un radar capable de détecter simultanément jusqu'à 24 cibles aériennes, tout en assurant le suivi prioritaire des 8 menaces les plus dangereuses. La navigation repose sur le système inertiel Totem 3000, intégrant un gyroscope laser couplé à un récepteur de signaux satellites, et l'ensemble est complété par un pod de reconnaissance et de désignation de cibles Damoclès qui permet d'identifier et de marquer des objectifs au sol avec une précision chirurgicale, même dans l'obscurité totale. Les Émirats arabes unis et la Grèce se montrent immédiatement intéressés par cette version et passent commande, ce qui conduit Dassault à développer une ultime évolution baptisée Mirage 2009, intégrant les améliorations de la version Mark II avec des ajouts supplémentaires demandés par les clients. Les Émirats commandent 32 chasseurs de cette configuration, équipés entre autres du complexe de guerre électronique IMEWS, offrant des capacités élargies de brouillage et de suppression des défenses antiaériennes ennemies, ainsi qu'un arsenal de missiles modernisés. L'innovation majeure de cette dernière variante réside dans son architecture ouverte, un concept qui permet aux techniciens de chaque pays client
d'intégrer de nouveaux systèmes d'armes et de nouveaux équipements électroniques sans avoir à redesigner l'ensemble de l'avionique, rendant les futures mises à niveau plus rapides et surtout considérablement moins coûteuses. Pourtant, malgré toutes ces évolutions impressionnantes et ses succès à l'exportation, le coup près tombe en 2007 lorsque Dassault Aviation ferme définitivement les chaînes de production du Mirage 2000 après avoir livré au total environ 600 exemplaires de toutes versions confondues. Le chasseur qui devait surpasser le F-16 américain, selon les convictions de ses créateurs, cède progressivement sa place dans les hangars français au Dassault Rafale, et les 8 pays qui l'avaient adopté commencent eux aussi, les uns après les autres, à envisager son remplacement par des appareils plus modernes. L'histoire du Mirage 2000 s'achève ainsi, non pas dans un fracas spectaculaire, mais dans le silence progressif de ces réacteurs qui s'éteignent un par un sur les bases aériennes du monde entier. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis, appuyez sur le bouton pour vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir notre travail et nous encourager à continuer de vous raconter les histoires les plus fascinantes de l'aviation militaire.